be introducing Mercedes Peters Je today. suis très heureuse de vous présenter Mercedes Peterson I am, aujourd'hui. might I say, a big fan of this Je person. suis vraiment Um, fan de cette I have femme. not heard Mercedes speak Je n'ai live pas other than entendu recorded Mercedes en direct, TED Talks seulement or donc des TED presentations Talks since enregistrés ou des her defending présentations de her ce genre honors thesis in depuis university. que je l'ai And entendu défendre sa I thèse à am l'université. so delighted to be inviting Je suis Mercedes to teach tellement us heureuse today. de All of l'inviter the à nous instruire concepts and aujourd'hui. ideas that she's going to present to Tous les us are concepts et les idées qu'elle nous absolutely présentera literally sont foundational des to concepts qui sont the themes and the fondamentaux ideas throughout the rest pour of the les idées conference. et les thèmes que nous And aborderons tout au long de la conférence. geez, I just don't know what else to say. Mercedes is Ah, je the sais pas couldn't quoi do any dire better d'autre. Je suis introduction vraiment for ravie her et biography Mercedes to pourra elle-même se she présenter. is an extremely intelligent Elle est person with extrêmement like so much intelligente. universities involvement Elle, between PhDs elle a and fait toutes sortes de projets and avec taking plusieurs classes and being a universités. lifelong learner. She's Elle a est vraiment une historian just very close to apprenante my à heart, vie. Elle est aussi une with the historienne, ce idea que of j'apprécie history beaucoup, being the foundation of what avec we l'idée que l'histoire est le today fondement sur and lequel on how that bâtit. affects the present and the Et on future. veut savoir comment ça affecte, bien Mercedes, sûr, et ça façonne I notre yield the avenir. floor to you. Alors, mais à vous. Alors, vous vous entendez peut-être mon chat? Si oui, je suis désolée. Il fait à sa tête, hein? Et donc, ça va peut-être se produire et je n'y peux rien. Screen. Okay, can we all see OK, that? alors là, le partage d'écran, ça fonctionne bien? Okay. Bayam Sidwan, Deloise, Mercedes, Parfait. Peters, Octaleo, Menegwesk, Glooskap. Good morning. Nope, it's not good morning. It is good afternoon. Hi, everybody. Alors, My name bon après-midi tout le monde, je m'appelle Mercedes. Je suis née dans un endroit ici sur la diapo, un endroit qui s'appelle Menegwest. Donc, ceux qui viennent du Nouveau-Brunswick, Listigook, c'est le nom de cette région. Il s'agit de Saint John au New Brunswick, donc je suis née là-bas, mais je viens en fait de Kujibuktuk, dans le territoire Mi'kmaq, qu'on appelle aussi Mi'kmaq. Je suis candidate au doctorat avec l'Université de la Colombie-Britannique. Je ne me sentais pas capable de faire des ma nation et nos nations alliées si je n'y étais pas en train de tisser des liens avec les gens qui y sont. Donc, le principal travail que je fais aujourd'hui, c'est que j'étudie le militantisme féminin Wabanaki des années 70, 60, c'est-à-dire 70 et 80. Donc, c'est un peu ce dont on va parler. Et aussi, comme vous pouvez le voir sur la photo, j'adore les siestes. Une belle chose pour nous, comme humains. Alors voilà. La raison pour laquelle je voulais appeler cette présentation comme étant fondamentale, c'est que souvent, on parle d'enjeux environnementaux, de durabilité, d'économie, et il y a beaucoup de conversations par rapport aux Autochtones comme étant des parties prenantes, mais pas beaucoup d'interactions avec les idées et concepts autochtones. C'est souvent traduit par des gens, des eurodescendants, et on ne va pas vraiment chercher qu'est-ce que c'est que l'essence de nos traités, des traités qui nous régissent. Donc, les conversations que vous aurez au cours des prochaines années, je pense, des prochains jours, en fait, ce sera basé là-dessus. Donc, les traités à titre de fondement pour tout
Je veux vraiment dire tout. Et vous pouvez me le dire dans le clavardage ou lever la main ou quelque chose dans le genre, mais voici ma question. Si vous vivez dans les maritimes, avez-vous entendu parler des traités de paix et d'amitié? Il y a une personne qui lève la main, ouais. OK, alors ouais, il y a quand même pas mal de gens. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, pas de problème, je vais couvrir. Si vous vivez dans les maritimes ou même dans l'Atlantique, vous vivez sur un territoire non cédé, le territoire des Mi'kmaq ou les Siguj. L'existence des provinces maritimes, donc la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et même jusqu'au Maine et aussi le Labrador et les Terre-Neuve sont tous des territoires non cédés. Donc l'existence même du Canada et de ses provinces a été établie sur ces territoires dans des manières particulières et la régie de ces territoires n'a jamais été transférée officiellement. Donc, ces territoires sont en fait des territoires occupés techniquement. Bon, je ne vais pas dire que tout le monde qui vient de l'Europe doit partir. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de nous ramener à un cadre qui va nous aider à exister dans ces espaces ensemble, d'y cohabiter de manière durable pour tous. Alors, avant de parler de ces traités de paix et d'amitié, je vais vous dire ce qu'ils ne sont pas. Donc, premièrement, ces traités ne sont pas une reconnaissance territoriale sur un site web ou dans une signature de courriel. Ce n'est pas non plus une mention lors de l'ouverture d'un événement. Il y a cette tendance d'ouvrir les événements avec une reconnaissance territoriale, mais ce n'est pas ce que sont ces traités. Ce n'est pas non plus un mécanisme de culpabilisation pour la colonisation. Hein? Les gens parlent d'honorer les traités, mais voilà, ce n'est pas ici une façon de culpabiliser des gens. Et ce n'est pas non plus tout à fait un document de protection des droits Wabanaki pour le Canada et les États-Unis. Donc, c'est-à-dire que ces traités ont qui accordent des droits de toutes sortes. Et même avant, les États établis tels qu'ils sont, le Canada, les États-Unis, les provinces. Donc, je veux un peu corriger une mauvaise compréhension de ce que sont ces traités. Il s'agit d'une feuille de route pour des relations durables et perpétuelles entre tous les humains et en fait les êtres vivants. Quand je dis qu'il y a un traité, c'est fondamental pour tout, surtout dans le contexte de la présente conférence où il y a des éducateurs, des décideurs aussi, des gens qui élaborent des politiques. Ça peut vraiment façonner notre quotidien. Ça peut façonner nos interactions avec nos collègues, nos étudiants. Ça peut aussi façonner nos politiques, nos syllabus. Ça peut éclairer comment on regarde nos enjeux systémiques dans le contexte de nos communautés et surtout, ça peut nous aider à vivre pleinement et avec abondance au sein en fait de cette crise climatique. Et en passant, moi, je suis membre d'une nation qui continue à vivre et à survivre à une crise climatique depuis 500 ans. Donc, je veux parler surtout de ce concept d'abondance. Je veux peut-être remettre en question ce que c'est que l'abondance. Pas nécessairement aller avec la définition du dictionnaire, je vais jouer un peu avec les concepts. Donc, on va parler un peu de l'histoire derrière les traités de paix et d'amitié et comment on en est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. Je vais aussi couvrir une différence fondamentale entre la vision du monde Wabanaki et celle des colons.
Je vais couvrir aussi 3 notions Mi'kmaq. Trio, ne pas nuire, avec les 3 termes Mi'kmaq. Je ne peux que donner cette conférence selon ma perspective de femme Mi'kmaq et de mon propre point de vue. Je ne représente pas tous les Wabanaki ni tous les Mi'kmaq. Donc, si vous êtes à l'ICEGUK, écoutez les gens qui vivent dans ces communautés, dans ces endroits. Donc, je ne parle qu'en mon propre nom et de mon propre point. De vous équiper pour passer d'un mode de survie individuel plutôt vers des soins communautaires basés sur les traités. Et la question, comment pouvons-nous appuyer des objectifs de carrière réalistes pour les étudiants lorsque les gens dans l'Atlantique dépendent de l'extraction des ressources naturelles comme notre seule option pour vivre? Je pense que c'est une question très importante. Fait qu'on se positionne peut-être dans une posture d'éco-blanchiment, comme quoi, bon, c'est peut-être plus facile de faire telle ou telle chose. Bon, j'utilise le mot Wabanaki. Premièrement, pourquoi? Parce que les Mi'kmaq et les Wabanaki formaient une confédération, un peu comme l'OTAN, l'OTAN des Autochtones. Et cependant, aussi, on a existé avec ces interactions qui ont formé donc la Confédération dans les années 1680, mais nos interactions existaient bien avant ça. Il s'agit d'entités politiques souveraines bien avant l'arrivée des Européens. Donc, il y a justement ces concepts qui sont difficiles depuis l'arrivée des Européens. Il faut que je fasse bien valoir cette différence ici. Donc, l'expansion européenne sur la planète, ce qu'on appelle l'impérialisme et le colonialisme, tout ça, c'est lié à des documents juridiques et à la doctrine de la découverte. C'est venu du... Et c'est venu donc établir les bases du colonialisme. L'idée était, et vous pouvez trouver ça dans le premier livre de la Bible, la Genèse, le Dieu chrétien a donné la domination, accordé la domination à tous les êtres humains sur l'ensemble de la Terre, voilà. Donc, ça a été interprété comme quoi les non-chrétiens la Terre et donc on pouvait tout simplement les écarter pour la prise de contrôle européenne. Donc, lorsque les Européens sont arrivés dans le dit Nouveau Monde, qui était bien connu des gens qui étaient déjà là, ils ont vu ces terres comme étant une occasion de créer un nouveau jardin d'Éden. Ils pouvaient façonner cette terre pour qu'elle ressemble à... Ils pouvaient le façonner de la manière qu'ils concevaient comme étant la meilleure. Donc, ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, ils ont rencontré des Autochtones, parfois très, très amicaux, ou dans certains territoires, il n'y avait personne. Et voilà, commencé à neuf, de se refaire une vie. Et voilà, on atterrit au final avec le monde d'aujourd'hui. Donc, malgré cette idée que ce nouveau territoire était à eux, les Européens, les colonies qui ont été établies ont mis une pression de survie sur les Wabanaki. Donc, comme quoi le Dieu chrétien a donné la terre à tout le monde, ils ont dit
en fait, que c'était pas facile survivre ici et ils dépendaient des Wabanaki pour survivre, mais ils existaient déjà. Nous, les Wabanaki, étaient dans le chemin. Donc, cette idée que Dieu accorde la domination de la terre à tout le monde, c'était une chose, mais il y a des gens, donc, qu'on appelait des sauvages, qui n'étaient pas des chrétiens et ils étaient un obstacle à cette domination sur la terre. Mais il y a une autre façon de voir les choses. À mesure que cette relation s'est développée entre les Européens qui arrivaient et entre les nations Wabanaki, divers groupes devaient commencer à apprendre à vivre ensemble, devaient apprendre à collaborer. C'est ce qu'on voit avec la mise en place de ces traités. Maintenant, la chose que je veux faire valoir, avant de parler de ces traités en soi, c'est qu'il y avait déjà une culture politique existante sur ces territoires, bien avant l'arrivée des Européens. Il y avait une façon d'interagir avec les autres humains, avec les autres créatures, une façon d'exister pour maintenir l'équilibre, pour s'assurer que tout le monde puisse vivre. Donc, quand les Européens commencent à venir avec et établir des interactions avec des Wabanaki, ils avaient des termes et des concepts qui ne correspondaient pas nécessairement à la vision du monde Wabanaki. Bon, je ne vais pas couvrir l'ensemble des traités qui ont été signés entre les Mi'kmaq, les Sioux et autres nations Wabanaki. Mais voilà, tout ça s'est passé dans les années 1700. Plusieurs de ces traités ont des cessez-le-feu, lorsque d'autres traités ont été non respectés. Mais l'idée est toujours la même. Dans chacun de ces traités de paix et d'amitié qui ont été signés entre les Britanniques, les Français, les Wabanaki, et les Britanniques qui ont ensuite conquis les territoires français, etc. Donc, aucun de ces traités n'a cédé de territoire à qui que ce soit. Les Européens sont arrivés, ils commencent à s'installer. Ils le font avec l'idée que cette terre leur appartienne. Mais il y a les Wabanaki qui n'ont pas cette notion de propriété et qui ne veulent pas partir pour laisser les Européens établir une vision. Donc, ils commencent à se battre. Et à chaque fois, les nations Wabanaki semblaient remporter la bataille. Donc, ces traités offraient un cessez-le-feu, mais aussi, il y avait des clauses pour protéger le droit au territoire, au moyen de subsistance et à la culture. Et le point le plus important, et ça, vous ne le voyez pas dans le texte en soi, mais c'est que tous ces traités s'appliquaient aux Britanniques, l'ensemble, et ça s'applique à perpétuité. Donc, la façon dont les Wabanaki interagissent avec les autres humains et les autres créatures, c'est qu'on fait tous partie d'un système. On est tous interconnectés. Donc, si vous faites une alliance avec quelqu'un, vous ne les voyez pas que quelqu'un qui est votre allié en cas de guerre. C'est un membre de votre famille. Et lorsque vous devenez membre de la même famille, on a une responsabilité envers cette personne. On ne doit pas leur nuire et on doit s'assurer que ces gens peuvent vivre et prospérer. La culture Wabanaki tournait aussi beaucoup autour de rites. Et on utilisait les ceintures wampum. Elles sont typiquement violettes et mauves. Elles racontent l'histoire des traités, mais aussi elles doivent être nettoyées souvent. Donc, il faut revoir ça, il faut nettoyer cette ceinture et ainsi nous rappeler la responsabilité que nous avons envers ces membres de notre grande famille.
Donc, lorsque les Européens signaient des traités avec les nations Wabanaki, il n'y a pas eu de transfert territorial. C'est quelque chose que les Britanniques et les Français ont inventé. Ils Ils ont pensé que c'était à eux parce que c'était tout simplement à eux de le prendre. Mais l'idée, c'était d'accueillir tous les gens pour entrer dans cette relation familiale à perpétuité. Donc, on parle des années, du début à la fin des années 1700. Donc, on parle de l'établissement d'une relation avec des gens qui étaient là depuis 10 000 ans. Seulement une relation avec les gens. Les traités vont au-delà du texte. Il s'agit certes d'une entente légale entre les nations Wabanaki et les Britanniques, mais c'est bien plus que ça. Le texte, vous le voyez par ailleurs à l'écran, les textes ont été oubliés très rapidement. Ils ont été tablettés très rapidement et ce jusqu'à... C'est un peu une vision métaphorique par rapport à ce que les Européens et ensuite les Canadiens voient un peu cette relation et ils l'ont laissé se détériorer. Donc, si on se concentre sur le texte, on passe à côté du contexte, des cadeaux, de l'accueil, des rituels, des cérémonies qui viennent avec le fait d'agrandir sa famille. L'idée ici est d'accueillir des gens sur un nouveau territoire et les inviter à faire partie de cette grande famille qui inclut pas seulement les humains de nouveau, mais les animaux, les plantes, les montagnes, les rivières. Donc, quand on parle ici de ce genre d'entente, on y applique une lentille eurocentrique qui est devenue canado-centrique, bien sûr. Il s'agit de visions du monde complètement divergentes. Donc, je veux parler de la culture Wabanaki parce qu'on n'en parle pas assez. Avec l'oppression colonialiste, on voit plus de pouvoir accordé à la vision du monde canadienne versus les autres, jusqu'au point où les Européens disent « cette terre nous appartient parce qu'on a été choisi par Dieu ». Et voilà, le territoire était présumé être à eux. Et ça n'a jamais été une question de traité. Mais c'est normalisé. Ça a toujours été comme ça. Les Européens viennent ici parce que c'était, voilà, le résultat du progrès humain. Et les choses se sont développées comme ça devrait. Et les gens qui luttent contre ça sont tout simplement arriérés. Donc, c'est vraiment un point de vue très eurocentré. Les gens voient tout simplement ça comme un point de vue, sans plus. Donc, je veux commencer par dire que le traité est justement eurocentrique. Et ça nous amène à deux choses. 2 points. Ça fait partie de mon travail d'historienne et ça fait partie du monde. Donc, ça ne vient pas toujours de mon point de vue Mi'kmaq, mais aussi du point de vue euro-canadien. Donc, premièrement, il n'y a rien qui ne fait qu'exister en vase clos. Votre vision du monde vient de quelque part. Si quelqu'un en a parlé, ça a une origine. Il a fallu que ce soit créé, façonné, et ça veut dire aussi que ça peut être changé. Mais rien n'existe en vase clos. Il n'y a rien qui fonctionne juste ça fonctionne comme ça. Il a fallu se rendre quelque part. Et très peu de choses sont inévitables. Si vous êtes ici, des nôtres,
Bon, je ne parle pas de la gravité. Oui, la gravité, c'est inévitable, mais c'est pas ce qu'on veut dire ici. Donc, si on existe aujourd'hui sur cette planète, il n'y a rien qui est inévitable. La façon dont le monde évolue n'est pas inévitable. On peut les façonner à mesure ces évolutions. Donc, quand on parle de vision du monde, on dit pas, ben, ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Non, ces visions du monde ont une origine. Or a European Canadian worldview. And another way to put it Ce serait is intéressant de constater le point de vue européen. Alors, on va rentrer un petit peu dans l'explicatif de ceci. Il faut comprendre que nous vivons au Canada et au Canada colonial, si je puis me permettre de l'appeler ainsi. La façon dont les Canadiens européens pensent du monde reviennent finalement à leur définition de la Terre. La terre, l'eau, l'air sont considérés comme inanimés. Dans certains cas, ils peuvent devenir propriétés, mais l'eau, la terre, les animaux peuvent devenir donc sont des objets inanimés. Et lorsque la terre devient un objet, à partir du moment où elle devient propriété, cela devient une ressource mais limitée. Une autre partie de cela, ou notre point de vue de la façon dont nous attachons à cela, c'est que la propriété sur la terre est la base de l'accumulation de la richesse et la recherche crée le pouvoir. Ce que je veux dire par là, c'est que la recherche dans ce monde est créée dans la mesure où vous avez la capacité de vous soutenir financièrement si vous êtes propriétaire d'un lopin de terre ou bien si vous avez une entreprise qui vous appartienne ou autre. Mais la ressource qui nous vient de cette planète nous arrive de la Terre, peu importe la forme, même les choses virtuelles, notamment Internet, elles doivent venir de la Terre d'une façon ou d'une autre, car les serveurs sont bien gardés quelque part. Donc finalement, toute notre capacité de faire les choses dans le monde ne proviennent de la Terre elle-même. Plus vous avez de richesses, plus vous avez de terres et de ressources, plus de pouvoir vous avez en main. Mais lorsque l'on y pense à une ressource qui peut devenir propriété, on développe cet état d'esprit de rareté. Donc, on ne il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc des fois, il faut juste prendre une pause et souvent cela ne suffit pas. Pour pouvoir acquérir un pouvoir dans ce monde, il vous faut avoir accès à la richesse qui vous provient de la loin, avoir ce besoin de propriété et c'est un concept très européen d'ailleurs. Il y a aussi le l'autre l'esprit de la propriété individuelle ou de la responsabilité individuelle ou la liberté de choix individuel. Alors, ce sont différents concepts. C'est notre côté unique est individuel, notre responsabilité unique du fait qu'il nous faut être bon, qu'il nous faut être altruiste, mais nous devons travailler sur nous-mêmes pour pouvoir être un membre productif de la société. Autre point de vue de cette vision du monde un peu européenne coloniale, c'est que les humains sont des êtres les plus intelligents et les plus précieux de la planète. Pardon, de la planète, les plus précieux de la planète. Je vais vous montrer un petit peu. Alors écoutez, la terre, l'eau, l'air, les êtres ne sont pas considérés comme des humains en tant qu'êtres vivants. Et donc, ils ont dans ce contexte une pleine personnalité qui est reconnue dans toutes les choses. Ce qui veut dire que je suis pas plus ou moins je n'ai pas plus ou moins de valeur, que la terre et aussi nous n'avons aucun concept, d'appropriation ou bien nous avons fait le choix de refuser l'appropriation parce qu'on le refuse dans ce système interrelié dont je parlais tout à l'heure. Nous voyons le monde dans un système d'êtres vivants qui travaillent ensemble, qui ont besoin de se respecter les uns des autres et que lorsqu'il n'y a pas de propriété, cela assure que nous pouvons tous accéder à l'abondance que la terre peut nous offrir.
dit un bémol compréhension du mot abondance. On va revenir à ça. Mais plutôt que de parler de responsabilité individuelle ou de réussite individuelle, nous sommes des êtres qui réfléchissent à la communauté. Cela ne signifie pas perdre notre individualité, mais au contraire, c'est honorer les différences qui existent entre vous-même et un autre être humain ou un autre être et la possibilité de coexister, que tout le monde a s'il a besoin. À l'opposé de considérer que les humains sont les êtres vivants les plus précieux de la Terre et que les Wabanakis sont euh, liés d'une façon ou d'une autre. Ce que je veux dire ici dans la volonté de reconnaître, c'est souvent les autochtones sont des personnes qui parlent pour ceux qui n'ont pas de voix et donc ils vont parler pour les arbres, les plantes parce qu'elles ne peuvent parler pour elles-mêmes. Et dans notre état d'esprit, elles peuvent, il suffit de passer suffisamment de temps pour apprendre une langue et de les comprendre. Qu'on c'est ce qu'on veut dire par reconnaître la différence. On n'a pas besoin d'avoir la même vision, le même état d'esprit. Je peux reconnaître et honorer une personne et ma connexion avec cette personne et de la reconnaître sans pour autant comprendre la langue dans laquelle elle s'exprime. Mais la vision du La vision du monde Wabanaki revient à cette responsabilité de développer les gens et je l'ai un petit peu le trio ne pas nuire. Ici, par exemple, traiter du changement climatique, les problématiques économiques, etc. Nous parlons de cela. La vision Mi'kmaq, qui s'étend sur la vision abénakaise, développe ce concept Seknogama. Et ceci signifie que tous les êtres sont reliés, sont liés aux uns des autres, pas forcément par un lien, mais par un lien de responsabilité. C'est de là que vient cette relation. Nous le voyons ici apparaître notamment par cette pensée des 7 générations où nous prenons des décisions qui ont un impact sur l'autre. Nous réfléchissons pas seulement à notre prochain direct, mais aux 7 générations à venir. L'autre concept concerne le Etonwap. Donc, ceux qui travaillent dans cet environnement comprennent qu'il s'agit de la vision à 2 yeux. Ici, les aînés et autres, lorsqu'ils ont créé ce terme, l'ont décrit surtout dans la compréhension du cadeau, du don des perspectives multiples. Il y a un don dans la reconnaissance de la différence entre les êtres qui sont là, présents. C'est quelque chose qui nous permet de coexister avec certaines personnes qui peuvent percevoir le monde autrement, mais qui reconnaissent cependant la relation. Et il y a un autre point qui est assez moins connu, c'est Netukuluk, qui se traduit par ne prenez que ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas. Pour pouvoir vous le décrire, pour que cela ait du sens, ceci reflète la vision abénakaise et Mi'kmaq, dans le sens où chaque être du monde, la terre, l'herbe, l'air, l'eau, les animaux, nous avons une reconnaissance fondamentale de l'être et de la personnalité en tout, absolument tout. Et ces 3 concepts sont la fondamentation sont la notre relation avec, un être non humain comme, du homard se base sur, une relation d'un traité et donc notre relation ici se base sur l'idée d'un traité, même si nous n'avons pas signé un traité de façon formelle et ce traité se décrit parfaitement comme une interaction qui se base sur un consentement donné gratuitement. Si vous ne respectez pas votre prochain, vous n'avez ils ont le droit de retirer ou d'annuler leur consentement et de ne plus entretenir cette relation. Par exemple, on peut ne plus être nourri comme un animal qui partirait et la population mourrait. Nous visualisons, nous envisageons cette ressource comme notre prochain et si nous ne sommes pas responsables envers eux,
ils s'écartent de la relation et le système s'effondre. Cette façon de penser et de tirer la personnalité dans chaque chose nous permet d'avancer dans nos relations de traiter avec d'autres êtres humains. Nous voulons exister d'une certaine façon où, de telle façon, nous pouvons reconnaître la personnalité, la valeur et leurs différences, tout en nous assurant que l'on ne va pas nuire au monde qui ne rendra que les choses plus compliquées. Ces 3 concepts font partie de notre traité, de nos négociations, de nos accords, signifiant qu'il faut qu'il y ait suffisamment de place pour que chacun puisse vivre en abondance, un équilibre permettant que chacun ait ce dont il a besoin et que personne ne manque. Alors, Canada est ce que l'on appelle un État colonisateur et cela signifie qu'il est fondé sur un socle de colonialisme, de peuplement, une structure continue, donc entourée par les États-Unis et d'autres pays et surtout comment nous lions à ce. Chacun arrive ici de différents pays et s'installe ici. Et ils utilisent la richesse de la terre, de ces territoires à leur propre bénéfice, à leurs propres objectifs et intérêts. Et donc, ils veulent prendre l'identité et en bénéficier. Le problème, c'est qu'ils créent de nouvelles vies sur des souverainetés déjà existantes, mais pas seulement des personnes, des terres, des plantes, des animaux, et ils interagissent avec eux de façon à ce que la terre puisse devenir une propriété, que l'individu puisse devenir une propriété. Ce sont des ressources qui vont créer la richesse, mais d'autres existent de telle façon où il n'y aura pas les personnes ne voudront pas abandonner leurs terres, surtout lorsque la pensée de l'appropriation n'existe pas dans leur état d'esprit. Et donc, pour pouvoir faire leur demande d'appropriation de terre, il faut pouvoir sécuriser l'espace. Mais lorsque ces individus ne disparaissent pas, qui existaient à l'époque sur ce territoire et à qui appartenait ce territoire, le système continue à vouloir s'en débarrasser, que ce soit à travers des génocides, des oppressions systémiques et autres. Et ceci fait que le colonialisme demeure une structure continue. Et ce que j'entends par cela, c'est que le Canada a toujours existé sur la terre d'un autre. Dans très peu de cas, il y a un don d'une terre, supposé qu'une terre qui n'était pas la leur et qui était à quelqu'un d'autre, mais qui n'était pas proclamée, était la leur. Donc ça a toujours été une situation délicate, mais tant que des autochtones existaient et pouvaient réclamer cette terre en étant leur, nous avons toujours été finalement, hem, ce caillou dans la chaussure qui a toujours dérangé. Il fallait toujours soutenir cela ou pousser pour que cette conversation ait lieu et c'est ce que nous rencontrons donc, au Canada. Le point de vue colonialiste se s'enrichit dans son invisibilité. Il y a des colons et les générations futures qui oublient qu'ils viennent d'ailleurs, notamment en Europe, et ils font semblant, prétendent que cette terre a toujours été la leur et c'est comme ça que les choses ont toujours été. C'est cette attitude et c'est comme si on ne parlait plus finalement du colonialisme ou que ce terme européen, canadien était un terme étrange. Le colonialisme de peuplement doit être tellement normal que ça ne devient même plus une option et alors, point clé numéro 2, c'est que le colonialisme de peuplement ne concerne pas seulement les peuples indigènes et les colons européens, il touche littéralement tout le monde, mais aussi les colonialistes européens. Certains sont reconnus plutôt que d'autres. Si vous êtes intéressé d'ailleurs à en savoir plus, vous pourrez voir, par exemple, Ingrid Waldron dans There's Something in the Water, qui ne parlera pas seulement de racisme, mais aussi de problématiques environnementales. Et donc, le colonialisme de peuplement est l'idée que la terre peut devenir une propriété, que la terre appartient aux colonialistes
leur permettant d'obtenir des richesses et donc d'accéder à des pouvoirs va heurter, nuire à ces colonialistes. Il ne s'agit pas seulement de ces autochtones qui veulent récupérer leurs terres, c'est au contraire cette oppression qui va finir par nuire à tout le monde. Point clé pour comprendre le colonialisme de peuplement, c'est que si nous ne rendons pas les choses visibles, si on ne le traite pas d'étrange ou quelque chose qui existe et qui n'est pas tout simplement et quelque chose qui a été créé, eh bien, nous risquons d'utiliser ces outils coloniaux de peuplement pour résoudre des problèmes que le colonialisme de peuplement a causés. Et donc, que devons-nous faire face à cela? Première étape est d'apprendre à le voir, à le comprendre et à le voir en action. Et là, c'est que nous partageons tous l'espace avec des êtres remarqués depuis des siècles. La vie sauvage nous explique que la façon dont nous traitons la terre, eh bien, nuit nos chances d'y vivre sur le long terme. Et les autochtones nous l'expliquent également. La façon dont nous traitons notre prochain sur cette terre, eh bien, vont réduire les chances d'y vivre. Il y a des personnes qui savent exactement à quoi cela ressemble parce qu'elles vivent avec le colonialisme de peuplement comme quelque chose d'anormal depuis trop longtemps. Une des façons dont les cibles sont dans l'accent sur la responsabilité individuelle, donc cet côté unique ou être le seul à prendre une décision pour améliorer ma vie et cette responsabilité individuelle plutôt que de créer un changement systémique. Si on met l'accent sur des individus qui ont besoin de faire le changement, comme vous devez vous concentrer sur le recyclage ou utiliser votre bicyclette pour aller au travail, cela met l'accent sur la des individus résoudre le problème et donc cela change la vision sociétale. Et on peut le voir notamment dans des discours racistes ou la pollution ou la disparité des richesses qui sont d'ailleurs promulguées dans notre système éducatif, etc. Donc, lorsque j'ai parlé dans notre système scolaire du racisme où, par exemple, on était traité comme une mauvaise personne si on était raciste ou autre, si nous ne donnons pas de l'argent à quelqu'un dans la rue, on était une mauvaise personne et ceci mène à des problèmes. Cela évidemment, proclame le bien-être de ne pas être raciste, ou bien lorsque la destruction environnementale est systémique, on comprend que ceux qui perpétuent ces systèmes ou bénéficient à ces systèmes et continuent à perpétuer cela penseront finalement ou se proclameront en disant non, je ne suis pas impliqué dans cela car je suis bon. Donc finalement, on ne se regarde pas, on ne s'observe plus et ils participent à ces systèmes de destruction, mais nous comprenons également que finalement, ils sont sans pouvoir. On remarque aussi que d'autres vont finalement trouver plaisir à blâmer à cause de ces barrières structurelles. Donc, à chaque fois qu'on veut penser à l'environnement, alors que nous avançons vers l'avenir, certains pourront se permettre de ne pas parler de choses qui endommagent l'environnement, mais d'autres qui n'ont moins le choix ou d'autres qui ont plus la moralité à vouloir faire le bon, ben, finalement, seront montrés du et il y a aussi cette création de gel de la culpabilité, où certains seront finalement trop apeurés de poser une question ou d'agir, car finalement ils auront peur d'être perçus comme des personnes racistes ou non écolos ou autres, car n'étant pas capables de créer le changement qu'ils recherchent, ils n'apprendront que moins. Mais cette visibilité, la façon dont nous traitons la chose comme une responsabilité individuelle pour le changement d'un monde dans ce même système, nous empêche de nous regarder comme un élément interrelié dans cette communauté qui peut nous soutenir et nous aider à créer le changement à l'échelle qui nous est nécessaire. Lorsqu'on ne se reconnaît pas comme un élément de cette communauté, il faut comprendre qu'on doit le voir et c'est important de pouvoir le voir. Il y a aussi cette peur ou ce manque de confiance. Par exemple, lorsque l'on voit quelque chose comme la terre, quelque chose qui est infini qui est périssable, qui est fini, tout ce qui fait partie de ce système devient un ennemi.
Chacun envisage moins de s'entendre, pense être bon, mais c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons pouvoir exister au sein de cette communauté qui bénéficie finalement chacun. Voilà ce que je veux dire. Vous vous souvenez cette mentalité un peu de la pénurie? Je parlais de cela. Nous commençons à réfléchir avec cet esprit de rareté ou de peur de manquer. Et donc, on se cause des problèmes dans cet invisible et on se crée des obstacles. Donc, je vous ai partagé ici quelques articles que j'ai pu voir dans euh, les nouvelles quotidiennes ces dernières années, notamment dirigées vers les autochtones, comme par exemple contre des personnes qui tentaient de survivre dans certains secteurs. Et donc, l'échec de se développer économiquement est souvent euh, lié aux problèmes environnementaux plutôt que des individus. Donc, par exemple, le problème de Pearl Harbor, Boat Harbor, différentes visions sur Boat Harbor. Il y a eu notamment le problème de la communauté, des tensions de communauté qui non seulement se développent sur des générations futures, mais sur l'utilisation de ces zones. Mais ce qui est discuté ici, c'est que lorsque les militantismes ont décidé de choisir les terres et qui finalement ont vu le secteur se fermer, les autochtones ont été accusés d'enfreindre ou de ralentir le développement économique. Finalement, toutes celles qui nous demandent de changer les choses, finalement, sont celles qui nous mettent les bâtons dans les roues. Beaucoup perdent leurs emplois qui sont liés à leur bien-être et qui sont d'ailleurs liés à comment la province a décidé d'investir son argent. Nous le voyons avec le gazoduc East qui a été arrêté, le projet qui a été arrêté et décrivant ces défis, l'entreprise, leur, l'entreprise, le projet aurait créé des emplois et pourtant des autochtones qui pensaient à la terre, aux 7 générations, mais aussi qui considéraient les individus qui allaient perdre ces emplois, ce sont eux qui aujourd'hui sont accusés. Une chose que j'aimerais souligner, c'est cela. Voici à quoi ressemble un état d'esprit de manque. C'est observer les choses et se dire, voilà comment les choses sont. Comment s'enrichir si on n'est pas impliqué dans l'extraction de ressources? Eh bien, il y a tant de façons de le faire. Il nous faut voir comment le monde fonctionne. Cet état d'esprit développe la xénophobie, par exemple, car s'il y a tant d'emplois, des personnes qui viennent de l'étranger sont aussi des personnes qui viennent prendre ces emplois et ils deviennent des ennemis plutôt que d'être des parents ou des relations. Mais dans la vision Wabanaki, voici à quoi ressemble l'abondance. L'abondance, ce n'est pas une question d'appropriation, de propriété ou d'avoir de la richesse ou de l'argent, mais tout le monde est capable de vivre et de réussir sur une terre sur laquelle il vit. C'est-à-dire accueillir les étrangers, ce n'est pas fermer les portails ou les barrières. Nous les avons accueillis à l'époque, pas parce que nous étions naïfs ou primitifs et parce que nous n'avions aucune idée de qui arrivait. Nous savions exactement qui arrivait. Nous connaissions l'existence d'autres nations, mais nous avions compris qu'il y avait suffisamment de place pour tout le monde. Il y a toujours de la place pour l'autre. Et finalement, face aux crises climatiques, économiques, même de santé ou même structurelles, nombreux maintiennent cette compréhension profonde qu'il y a tout de même de la place pour chacun et que chacun peut se retrouver. Nous avons vécu sous 500 ans d'oppression colonialiste, de génocide, car il y a eu un changement rapide dans le monde que nous le connaissions et notre capacité de pouvoir survivre. Mais il y a une façon de vivre et nous savons exactement comment le faire.
Nous voulons la même chose pour tout le monde. Mais maintenant, qu'en est-il? Que faire pour ceux qui ne sont pas Mi'kmaq ou ceux qui ne comprennent pas ces traités ou qu'il y a même une différence dans la façon dont nous percevons les choses ou que finalement qu'il y a un mot pour décrire comment nous voyons les choses? Que faire? Eh bien, nous pouvons revoir ou nous souvenir que la communauté et que le prochain est possible au-delà des lignes culturelles avec et la relation avec l'homme, mais aussi par rapport à ce qui est vivant. Alors, en tant qu'éducateurs politiciens, nous avons la possibilité d'encourager et d'autonomiser les autres, cette génération à venir, et pas seulement dans le développement de la richesse économique, mais dans un esprit de survie et de progression. Mais il nous faut maintenir la réalité du présent et du potentiel existant dans ce présent. Nous devons traiter ceci comme une relation et le traité nous demande de voir toutes les façons dont nous pouvons être en communauté et favoriser la confiance dans cette communauté et penser que chacun vous défendra et que celle-ci va retirer les obstacles, éliminer les barrières et permettre à ce que chacun puisse exister dans ce monde. Nous pouvons voir comment nous pouvons déplacer les conversations de la réussite et de la responsabilité, de la survie individuelle, les soins communautaires et la survie à long terme. Permettre à des étudiants de penser ou de réfléchir sur un monde autrement possible plutôt que d'accepter les choses telles qu'elles sont peuvent finalement les aider à penser autrement et à comment le monde pourrait être. Et c'est pas parce que les provinces maritimes se reposent sur l'extraction de ressources pour leurs emplois et leurs économies, ne signifie pas que c'est comme ça que les choses doivent être faites. Nous pouvons commencer à construire ces systèmes qui sont équitables et qui vont justement défier ce manque de valeur de propriété et développer des communautés en qui on peut avoir confiance. Ceci va les aider à opérer en se basant sur la responsabilité qu'ils se donnent et pas penser avec un esprit de pauvreté ou avec la peur de la pauvreté. Il s'agit ici de reconnaître que certains étudiants de notre génération et peut-être même à l'avenir n'auront peut-être pas le choix d'aller travailler sur un gîte pétrolier. Mais pourtant, ce n'est pas la façon pour sortir de la pauvreté ou pour générer de la richesse. Ils peuvent apprendre en disant: «Je peux faire des choix, je sais que ma communauté sera là, me soutiendra et je sais qu'elle ne me laissera pas partir seule. Je suis capable de dire non aux choses qui ne me conviennent pas». Mais ceci signifie également que nous devons comprendre ce que sont les communautés et ce qu'elles peuvent être. Nous devons penser comment elles sont créées, hem, et comment elles peuvent être maintenues, quel est l'impact qu'elles ont nos communautés et comment nous pouvons travailler contre eux. Le colonialisme de peuplement n'est pas seulement, ceux qui sont de descendance européenne canadienne, mais toute personne finalement hem, qui opprime systématiquement les autochtones, les personnes racialisées, les personnes homosexuelles, transgenres, et de genres différents, les femmes, les personnes handicapées, les pauvres, les migrants, tous ceux en fait qui finalement, nous rendent la vie compliquée. Et la responsabilité du traité en elle-même envers chacun et tous, ça consiste à faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'espace pour nous tous et de comprendre qu'aujourd'hui, c'est encore possible. Pour nombre d'entre nous ici, on pourrait penser que dans le colonialisme de peuplement, le pouvoir peut prendre beaucoup de place ou nous empêche d'avoir la capacité de voir le monde tel qu'il est parce que c'est comme ça que les choses sont. Mais dans notre vision, plus vous avez de pouvoir, plus on vous demande d'abandonner ce pouvoir, d'arrêter d'écouter. Et on peut faire beaucoup d'écoute, mais il ne faut pas oublier d'agir. Nous allons beaucoup apprendre des uns des autres dans les jours à venir, surtout sur le terrain. Comment opérer dans certains contextes, comment penser au monde comme nous y pensons et susciter votre attention sur le monde que nous avons et comment il n'a pas été remis en question et nous pouvons défier cette pensée.
Et écouter et apprendre, c'est nécessaire, mais il arrivera un moment où il faudra confronter ces systèmes, car on peut parler, 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 mais tant qu'on ne vit pas et qu'on ne crée pas et qu'on ne croit pas en cette communauté et qu'on ne voit pas cette relation de traité autre qu'un texte, mais au contraire quelque chose, une loi du territoire qui prédate les relations avant les États-nations. Et les autochtones, il faut le comprendre que c'est une relation aujourd'hui qui va nous pousser à faire cette réalité. Mais la réalité existe déjà dans notre communauté. Il nous faut suffisamment avoir les yeux ouverts pour le voir. Et je vais clore sur cette dernière diapo, car je pense que c'est une excellente façon de résumer un petit peu ce que j'essaye de dire. C'est une image qui vaut mille mots. Il faut que cela commence quelque part, à un moment donné. Pourquoi pas ici et maintenant? Le monde n'est pas tel qu'il est comme ça que ça doit être. Le monde est tel qu'il est parce que les individus font qu'il est comme il est et on peut le défaire. Peut-être qu'il s'agit juste de changer la perspective et de reconnaître que nous avons effectivement une différente vision et que une vision peut être différente et peut-être que ce serait une nouvelle façon d'être. Merci. Wow. Uh, would Wow. like to ask if anybody has any J'aimerais questions vous demander for s'il y a des gens qui ont des questions Y pour a-t-il des Mercedes. questions que vous souhaiteriez poser à notre Feel free chère to write in the chat, Mercedes? or you can raise your hand and I Vous pouvez N'hésitez pas à lever la les main. écrire dans la boîte de discussion si vous avez des questions à lui poser. know there's N'hésitez also pas. a lot to digest. Beaucoup d'informations ont été partagées. One of the best talks I've ever heard. C'est l'une des meilleures conférences que j'ai jamais entendues. Just like breathe a bit and digest this, and then I will. Peut-être qu'il faut digérer ça pendant un moment. Oui, je sais que c'est beaucoup et c'est difficile un peu d'emballer tout ce contenu dans une présentation parce qu'essayer d'expliquer quelque chose par rapport à une vision du monde que les gens ne réalisent même pas qu'ils ont, c'est pas facile. Donc ouais, prenez une petite minute pour... Mercedes, moi j'ai une question. Reconnaître que toute chose est faite et peut-être défaite. Je pense que ça, c'est un grand concept. Si on n'a jamais envisagé, par exemple, que ce sont les humains qui ont créé le capitalisme et on peut le défaire. Ah, c'est une grande... Et l'un des points au tout début, vous avez parlé des reconnaissances territoriales. C'est quelque chose, moi, à titre de personne blanche, eurodescendante, j'ai entendu beaucoup de gens, d'aînés, d'Autochtones, et tout le monde semble avoir une opinion différente par rapport à ces reconnaissances territoriales. Je crois que j'essaie, moi, de faire quelque chose de plus personnel et de ne pas en faire seulement un script robotique. Mais parfois, je pense qu'il faut utiliser des reconnaissances territoriales formelles. Donc, je ne sais pas si vous avez des conseils pour que ces reconnaissances territoriales soient porteuses de sens dans nos contextes lorsqu'il faut en faire. Ouais. Moi, je ne suis qu'une personne Mi'kmaq, hein, comme je l'ai dit au tout début. Parfois, entre nous, on n'est pas d'accord, hein, on est tous humains. Alors, la façon dont je vois la reconnaissance territoriale, je me souviens de la première fois que j'en ai entendu une, et c'est assez récent. Au Canada, c'était seulement après la
commission en 2015 sur la vérité et réconciliation. C'est vraiment quelque chose de bizarre. Et ce lien moral que j'essaie de faire ressortir un peu, c'est bien là, parce que, là, OK, personne veut être une mauvaise personne, hein? Donc on se dit, oh, OK, il faut refaire les choses comme il faut, parce que je ne veux pas être perçu comme étant raciste ou colonialiste. Mais on l'est déjà. Donc, il faut pas voir cette moralité, il faut découpler la moralité de tout ça pour reconnaître tout ça. Donc, moi, mon point de vue sur la reconnaissance territoriale. Parce que je vois le territoire comme un concept relatif, je savais, moi, qu'est-ce que ça voulait dire non céder à un très jeune âge. Moi, je continue de faire des reconnaissances du territoire depuis toujours et ce n'est pas pour moi. Lorsque je visite quelqu'un, je sais que je suis une Mi'kmaq, je suis une sorte de diplomate. J'arrive et je suis consciente que c'est de quelqu'un d'autre. Une reconnaissance, c'est important, mais je pense qu'il faut surtout comprendre ce que c'est lorsqu'on vient avec une vision du monde qui ne reconnaît pas la Terre comme étant un membre de la famille. Donc, vous dites, ouais, le colonialisme, ça s'est passé, mais voilà, on va faire ceci, cela, et ça va bien aller. Non, il faut que ça évolue, tout ça. Donc, c'est pas de dire, hey, t'es sur le territoire de quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai, c'est vrai. Et il y a des gens qui ont des liens avec ces territoires depuis des millénaires de plus que vos ancêtres. Mais le problème avec la reconnaissance territoriale, c'est de dire, ah, voilà, on est tellement progressiste. Il faut que ça aille plus loin. Donc, est-ce que j'ai vraiment une réponse? Non. Mais je crois que changer nos relations et de voir cet aspect de la famille, ça va changer notre relation avec la reconnaissance territoriale. Oui, tout à fait. Je pense que souvent, on participe à des événements et la reconnaissance territoriale est douloureuse et ça semble tellement non authentique. Et je comprends pourquoi il y a des gens qui croient qu'ils ne sont pas vraiment significatifs, mais dans certains cas, j'en ai vu aussi qui étaient très bien faites. Je pense qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance basée sur l'action, effectivement. Oui, et je vois 2 personnes qui ont levé la main et une question aussi dans le clavardage. Alors, AJ, vous allez passer tout de suite après cette question. Est-ce qu'on peut être embauché pour parler à des élèves dans des classes? Moi, la réponse honnête, si vous me payez et si j'ai le temps, oui, j'adorerais. Parce que j'aime bien parler aux gens. Mais je suis étudiante. Voilà. Mais prenez aussi le temps de voir qui, dans votre région, peut parler, qui a un point de vue similaire au mien. Donc, si moi, je suis près de chez vous, parfait. Mais il faut que je mange. Donc, d'avoir un paiement, c'est bien. Mais pensez aussi aux gens qui sont déjà dans votre communauté, parce que je ne suis pas la seule voix. Parfait. AJ? Mais vous êtes une voix particulièrement excellente. Merci beaucoup. Je me demande si vous pouviez partager avec nous un peu de vos propres expériences par rapport à votre compréhension de concepts Mi'kmaq et Wabanaki qui se sont développés à mesure que vous voyagez, que vous côtoyez d'autres autochtones. Donc, quelles sont les similitudes, les différences, etc. Oui, absolument. Je le dis souvent. J'ai passé 3 ans à Vancouver, en Colombie-Britannique. C'est un endroit où le territoire convergeait entre plusieurs nations, les Squamish et d'autres. Donc, on ne se rend pas compte à quel point on est Mi'kmaq jusqu'à ce qu'on quitte le territoire.
Notre identité à titre de Mi'kmaq, ça vient de la terre en soi. Notre langue est basée sur le territoire. On a ce concept, par exemple, qui dit on éclos de la terre ici. Donc, ça vient vraiment de la terre et de notre relation, de nos relations avec les animaux et toutes les créatures qui existent dans cette zone-là. Donc, c'est très contextuel. C'est aussi basé sur le respect, comme quoi j'ai vu beaucoup de gens, pas seulement donc de reconnaissance des Autochtones un peu partout dans le monde, mais aussi de cultures basées sur le territoire. Donc, c'est d'accorder et de valoriser, en fait, de valoriser toutes les créatures vivantes. Donc, moi, je n'essaie pas de devenir Musqueam quand je vais là-bas. C'est pas approprié. Je me présente comme une diplomate. Je dis, voici, je suis Mi'kmaq, voici comment on fonctionne, d'où je viens. Montrez-moi comment respecter les relations ici. Comment est-ce que je peux capter l'humanité dans les gens. Mais je pense qu'il faut reconnaître ces différences parce qu'il y a des gens qui disent, ben, il faut respecter ce qui est ici. Euh, ça part d'une mentalité d'assimilation. Mais on veut donner ce cadeau de perspectives multiples. C'est là que la différence peut exister et tout peut être vrai en même temps. Donc, mon point de vue a été absolument façonné. Moi, je ne suis pas Cree, je ne suis pas Mohawk, mais la façon dont on est traité, typiquement, c'est, ben, on est tous autochtones, mais non, ça, loin ça. Et si je donne une causerie, une conférence, je suis considérée représentante de l'ensemble des Autochtones. Mais ça c'est nuisible. Parce que je veux pas qu'on dise Mercedes Peters a dit ceci, cela, et donc c'est ce que les Wabanaki pensent. Non, ce n'est pas ça. Donc, être traité comme une représentante des Autochtones dans un territoire autre que le mien, plus je me dis non, non, non. Faire très attention avec cette uniformisation. Donc, c'est pour ça que j'aime reconnaître le territoire sur lequel on est, parce qu'il y a un contexte et des relations uniques qu'on développe avec notre famille vivante dans cette zone-là. Donc oui, mais le comment, bon, je suis encore en train de développer tout ça. Superbe. Il nous reste environ 5 minutes. J'espère qu'on pourra répondre aux questions de tout le monde. Alors, dans le clavardage, la politique est aussi basée sur le pouvoir. Comment est-ce que ça fonctionnait? C'est-à-dire, comment est-ce que les politiciens Wabanaki et leur système voyaient les frontières de leur territoire? Ah oui, je pourrais en parler très, très longtemps. Demander prendre une définition de l'abondance, hein, que ce soit en français ou en anglais, et de l'écarter parce que moi, j'utilise, bon, des mots pour représenter quelque chose qui est inhérent, mais qui ne se transmet pas dans une langue. Donc, l'existence des nations, des États-nations, c'est seulement depuis les années 1600 que ça existe. Auparavant, bon, moi, je ne suis pas biologiste, mais bon, on existe depuis longtemps. Donc, c'est bref, seulement une période très courte. Donc, j'utilise le mot « nation » en référence aux Autochtones, c'est pour que d'autres puissent les reconnaître comme entités politiques. Les frontières aussi sont très récentes et c'est là pour contrôler les mouvements, les déplacements, pour permettre à certaines personnes de se déplacer n'importe où et d'autres personnes sont... on ne leur donne pas la permission, voilà, de se déplacer ou de se déplacer de manière très restreinte. Ça, c'est nouveau.
Il y a Border and Rule, c'est un livre euh, pour bien apprendre comment tout ça, ça a été fabriqué et comment ça s'est instauré. Mais voilà. Il s'agit toujours de relations. Certains groupes ont une responsabilité parce qu'ils ont une connexion spéciale avec la Terre et ils vont s'en occuper jusqu'à un certain point. Ensuite, il y a peut-être d'autres gens qui vont s'en occuper, mais il y a une négociation, une interaction qui est là. Donc, cette idée de nation ou de frontière, c'est une chose en anglais ou en français. Mais si je le dis en anglais avec mon point de vue de Mi'kmaq ou de Listigwe, alors ce serait différent. Voilà, je vais mettre le nom voilà, de l'auteur, voilà, à Harsha Walia. Frontières vues sur la carte ne sont pas nécessairement fiables parce qu'on se déplaçait et qu'on négociait avec les autres aussi. Donc, je vous recommande de vous pencher sur l'histoire de qu'est-ce que c'est qu'une nation. Donc, le traité de Westphalia, tout ça. Et donc, les concepts de frontières, passeport. Mais voilà, je pourrais en parler toute la journée. Je vais m'arrêter là-dessus. Sandia? Thank you for your presentation. I will ask my question. Je vais poser ma question en français. Moi, je voulais savoir comment tu vois cette vision aussi de tout ce qui est colonisation, mais je suis un immigrant là, puis je viens d'un pays d'Afrique centrale, puis j'ai étudié ici au Nouveau-Brunswick, puis à l'école, d'habitude, ce qu'on nous apprend, c'est que on dit que la découverte de l'Amérique a été faite par Christophe Colomb. Comme si l'Amérique était comme une terre qui était vierge, il n'y avait personne qui vivait là-dedans. Puis Christophe Colomb est venu en bateau, puis il a fait une découverte, puis c'est entré dans les livres d'histoire. Même sur Wikipédia, lorsqu'on met Christophe Colomb, dit il a découvert l'Amérique, alors qu'en vrai, dit c'est faux. La terre était déjà habitée. Donc, mais pour quelqu'un qui est comme vu de l'extérieur, puis on te raconte ça dans une école, là, puis tu grandis avec ce genre d'histoire comme si l'Amérique était une terre vierge qui a été découverte. Puis je me demandais si ça n'influence pas aussi la mauvaise compréhension des traités, parce que si on grandit avec cette idée que l'Amérique était une terre vierge, la terre n'a pas. Comment est-ce qu'on pourrait comme essayer de mieux comprendre le fait que c'est une terre c'est la terre de quelqu'un, il faut la respecter, il faut respecter les gens qui étaient là, alors que dans toute l'histoire, on a essayé comme d'effacer toute cette trace des Premières Nations, puis, mais aussi d'effacer toute cette, je dirais, cette culture qui était déjà mise en place. Donc, puis ma deuxième tranche de question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour changer des choses, parce que ça c'est très ancré, changer la mentalité. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent en BC aussi pour changer d'une quelconque façon le système éducatif? Je ne sais pas si ici au lycée, on apprend encore le fait que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb, parce que si c'est ça, je pense qu'il y a un gros problème avec tout ce qui est réconciliation, mais aussi le fait de faire connaître la culture autochtone, parce que c'est quand même une histoire, puis c'est rien que voir ça, ça fait quoi, des années, puis des siècles, puis c'est des siècles d'histoire qui a été modifiée. Puis même dans le monde environnemental, les alentours, des fois, on a encore ce discours de néolibéralisme qui revient tout le temps, parce qu'on place le fait que l'Amérique était comme un genre de terre vierge, où on a cultivé, on a fait beaucoup d'industries, puis maintenant c'est détruit, mais on prend en considération le fait que c'est pas une terre vierge, mais il y avait les Premières Nations avant la découverte. These are some very Ce sont vraiment des questions excellentes. Et vous n'êtes pas la première à les poser. Ce sont vraiment de bonnes questions à poser. Le plus les gens vont poser ces questions, le plus le changement va s'opérer. Donc, c'est un peu ce que je veux faire. Je veux provoquer ce genre de réflexion. Et vous avez dit, ce sont des trames narratives qui ont été écrites, qui nous ont été enseignées. Et ça peut être défait, ça. Si ça peut être fait, ça peut être défait. Et on parle beaucoup du colonialisme et de forces qui colonisent et qui l'histoire.
C'est ça, hein? Le colonialisme a cessé, n'est-ce pas? En 2010, je pense que Stephen Harper l'a dit, le Canada est un État post-colonial ou quelque chose dans le genre. Donc, je pense que les éducateurs ont un grand rôle à jouer parce qu'une large partie de cette oppression impérialiste, ici et ailleurs dans le monde, ça passe par l'éducation. Quand on passe par les pensionnats, hein, c'était exactement pour des fins d'assimilation. Parce que, bon, de nous tuer, ça ne passait pas trop bien. Vraiment, je vous le dis. Allez jeter un coup d'œil dans les documents des historiques. Donc, c'est vraiment ça. C'était une campagne de relations publiques, carrément, les pensionnats autochtones. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, à titre d'individu? Ben, je pense que les personnes doivent faire preuve de courage et opérer ces changements. Mais il faut aussi opérer ces changements dans les cursus scolaires, dans les... le premier ministre Higgs qui dit ben, on ne peut pas dire que le territoire est non cédé parce que ça aurait une portée juridique importante. Non. Il faut que les décideurs opèrent ces changements. Et il faut que les gens les influencent et ils fassent pression pour le faire. Et ça commence par une tâche simple. Donc, les histoires que nous nous racontons à propos du monde, elles sont toujours fabriquées. Il n'y a pas d'objectivité. C'est quelque chose que j'ai appris dans un établissement en apprenant l'histoire colonialiste. Donc, on a plus d'énergie, on dirait, quand on ne parle pas de transphobie, d'homophobie, de racisme, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir un espace aussi pour faire des erreurs. Il y a tellement de gens qui ont peur d'être perçus comme personnes racistes ou non éco-responsables, qu'ils ne font rien. Ils placent leur propre ego avant un monde qui pourrait être meilleur pour eux-mêmes et pour les autres. Donc, je pense que vous comprenez déjà certaines réponses à ces questions. Donc, quand on dit, ben voici, ce sont les trames narratives qui sont encore enseignées, vous le reconnaissez que c'est une trame narrative et qu'il y a une autre trame narrative qu'on peut raconter. Et quand on le fait, et le plus on laisse ces histoires émerger et façonner notre vision du monde, eh bien, on peut se dire, ben, qui décide que les histoires sont racontées, comment? Est-ce que les enseignants le font parce qu'ils n'ont pas l'énergie pour revoir eux-mêmes leur propre cursus, donc ils continuent de faire comme l'année précédente pour survivre? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour assembler les morceaux du casse-tête, pour que de nouvelles histoires puissent émerger, pour qu'un nouveau monde puisse émerger? C'est là que les relations entrent en jeu. Les personnes, les individus peuvent opérer un changement, mais c'est pas juste changer le cursus ou ce qui est dit dans la classe. Parce que si dans la classe, il y a un élève qui vient et qui a faim, il ne se souviendra pas de la leçon de toute façon. Oh, OK. Nous avons 1 minute de reste. Incroyable, merci. Quitte cette salle. Et, On peut prendre une petite pause juste pour collecter toutes nos pensées. Après ça, je vous invite de vous joindre à une salle un espace de bravoure. In English, that would be the brave spaces that Jacqueline gave us an introduction to Donc, on earlier. a parlé de cela il y a un petit moment ce matin. Je vois que Mercedes fait quelque chose avec la main. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Yeah, sorry, there was folks Oui. in the chat just Il y a des gens dans le clavardage qui posent la question. Donc, j'ai mis mon adresse courriel. J'étudie. Quand même, je suis occupée, mais je vais essayer de vous revenir. Voilà. Parfait. OK, merci beaucoup, Mercedes. Tu as nous laissé avec tellement beaucoup de réfléchir, de juste continuer à parler avec nos pères pour probablement le restant de nos vies. Et sinon, au moins le restant de la conférence.